Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de NXT du 6 juin. Voilà, donc ils sont un peu en retard parce qu'en ce moment je passe des très mauvaises nuits, donc voilà, j'ai pas trop la tête à faire des activités ou des choses comme ça alors que je dois encore terminer mon mémoire. Donc voilà, donc je vous fais la vidéo un petit peu en retard avec une petite journée de retard, mais c'est pas hyper grave non plus. Bref, donc on va dès maintenant voir un peu ce qui s'est passé durant cet épisode qui, ma foi, était plutôt sympa malgré quelques petites déceptions. Il y a des trucs qui me hype, et il y a des trucs qui me déçoivent, on va en parler juste après. Donc on ouvre l'épisode sur Baron Corbin qui vient sur le ring. Alors le petit moment dans backstage là, je l'ai trouvé vraiment sympa où il s'arrête, là il voit le tableau avec Carmelo et puis en mode bah, je suis clairement meilleur que lui. Puis après il passe devant tout le monde là de NXT. Voilà, où les gens se décalent sur son passage et tout. Enfin voilà, c'est genre ils ont réussi en une scène globalement à créer une aura géniale autour de Baron Corbin. Ce que le roster principal n'arrive absolument pas à faire en 10 secondes. NXT a réussi à le faire. C'est juste n'importe quoi à quel point euh, il y a des scénaristes qui galèrent à faire des bons trucs avec des gens, alors que des fois, il y a des trucs tout simples à faire. Bon, après, c'est vrai que du côté des rosters principaux, il y a quand même des noms assez gros, mais même là, il y a quand même des beaux noms du côté de NXT, mais pourtant, tu sens qu'il y a un truc avec Baron Corbin, alors que voilà, c'est pas son roster de base. Bref, enfin, bien qu'il l'a été avant. Du coup, quand il arrive au début, il est acclamé par le public, hein, le public qui chante même pendant une bonne partie de son discours, hein, on a même du mal à l'entendre. Alors j'avoue que j'ai pas compris tout ce qu'il disait, parce que, en gros, pour faire simple, l'anglais, je suis pas du tout doué en anglais, voilà, je peux comprendre l'anglais, mais en fait, je le comprends mieux quand je suis habitué à entendre une personne. Parce que par exemple, Braun Breaker, voilà, je prends par exemple Braun Breaker, parce qu'on l'a vu faire pas mal de promos, je suis habitué à son timbre de voix, sa façon de parler, du coup, bah, quand Braun Breaker il vient au ring et qu'il parle, bah, je comprends tout ce qu'il dit. Parce que je suis habitué. Par exemple, Baron Corbin, c'est la première fois que je l'entends parler, et du coup, bah, il a fallu que je m'adapte plus ou moins à sa façon de parler, à son accent et tout. Et du coup, j'ai un peu galéré, honnêtement, à comprendre ce qu'il disait. Et en soi, c'est pas du tout de sa faute, hein, c'est juste moi voilà, qui ai besoin d'être habitué à des voix, à des accents pour comprendre ce que les gens y disent, parce que bah, voilà, c'est plus ou moins normal. Je pense que pour tout le monde, c'est plus ou moins pareil. Quand tu as une personne que tu connais pas qui d'un coup parle et qui en plus parle avec une façon que t'es pas habitué, dans une langue où t'es pas excellent non plus, bah, ça peut être difficile à comprendre. Du coup, j'ai plus ou moins compris qu'il se disait être meilleur qu'une bonne partie, mais c'est même pas d'une meilleure partie, parce qu'il a clairement dit je suis le meilleur du building, donc de l'immeuble où il se trouvait, voilà, qui disait qu'il était le moins soft et le moins faible du bâtiment, un truc dans le délire. Après, apparemment, il a dit d'autres choses, mais du coup, j'ai vu ça en regardant la vidéo de Total Catch, parce que je regarde toujours les vidéos, l'avis de Total Catch après avoir écrit mon texte. Alors, pas pour changer mon texte, mais pour voir un peu ce que lui, il en a pensé, parce que j'aime bien avoir les avis différents des autres personnes. Du coup, bon, lui, il a déjà mieux compris le discours de Baron Corbin, donc voilà. Mais en gros, du coup, voilà, Baron Corbin, il va se lancer comme ça, plus ou moins se lancer dans la course au titre de Carmelo Hayes, bon, ce qu'on avait déjà compris la semaine dernière avec l'agression sur Carmelo. Et au lieu de voir Carmelo Hayes venir, c'est Dragunov. Alors, c'est vrai que ça, c'est une petite déception, parce que on avait teasé à la base un retour de Dragunov cette semaine, donc moi, je m'attendais pour un beau discours par rapport à sa victoire Battleground, un truc de dingue. Et en fait, non, il est juste revenu pour ça. Alors, je dis pas que c'est mauvais, parce qu'il voilà, il a confronté Baron Corbin, il est venu le voir en mode non, mais tu dis là que t'es le meilleur, que nous on est globalement mauvais à côté de toi et tout, parce que ta génération, vous avez fait l'âge d'or globalement de NXT, même si techniquement, Baron Corbin, c'est pas forcément le nom qu'on retient le plus de l'âge d'or d'NXT, mais enfin bref. Et, euh, et du coup,
Bah Dragunov, voilà, il lui fait face, il dit moi ici je suis pas du tout le plus soft, hein, je suis pas du tout le plus faible. Il va lever sa chemise et tu vois un énorme bleu là au niveau bah, de là où il s'est pris les coups de kendo stick. C'est juste horrible à regarder, hein. Moi les blessures, c'est des trucs que je déteste regarder, ça me donne une sensation bizarre, je déteste ça. Mais au moins ça montre qu'effectivement c'est pas le plus soft du roster quoi. Vraiment c'est le mec qui lance tout son corps dans la bataille et qui en a rien à foutre s'il finit blessé ou pas quoi. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Dragunov, c'est qu'il y a énormément d'intensité avec lui. Et du coup, Corbin va tout de suite le rabaisser en disant non mais toi là t'as rien fait, t'es juste là à NXT machin. Globalement, moi j'ai mis fin à la carrière de Kurt Angle, ce qui en soi n'est pas une des choses que les gens ont le plus envie de retenir de la carrière d'Angle ou de Corbin, mais qui bah, est quand même arrivé. Et il met aussi en avant le fait que il est le dernier à avoir réussi à faire un pin sur Roman Reigns. Alors du coup, c'est pas le dernier à avoir battu Roman Reigns, mais effectivement, c'est bien le dernier à avoir fait le tomber sur Roman Reigns. Parce que du coup, on a Seth Rollins qui a gagné par disqualification contre Roman Reigns. Et on a du coup bah, Sami Zayn, Kevin Owens qui ont gagné en faisant le tomber sur Solo Sikoa. Donc on réussit également à battre Roman Reigns. Donc il y a des gens qui y arrivent quand même, mais par tomber, donc la manière, on va dire, la mieux, parce que si tu le fais par tomber, c'est que tu as réussi plus ou moins à mettre ton adversaire KO, ils sont encore mieux si tu arrives à le faire abandonner, mais bon là, faire abandonner Roman Reigns, à mon avis, c'est impossible. Voilà, c'est quand même un gros exploit de d'avoir réussi à être le dernier à faire un tombé sur le GOAT de la WWE. Donc voilà. Et au final, bon voilà, les deux se challenge pour un match, et du coup Dragunov il s'en va, et c'est Trick Williams qui se venge de ce qui s'est passé la semaine dernière, qui va attaquer Baron Corbin, il va l'envoyer à l'extérieur du ring en l'envoyant par-dessus la troisième corde, et du coup, ça serait plus ou moins là. On nous tease ensuite un match entre Williams et Baron Corbin dans la soirée, tout simplement parce que backstage, Braun Breaker va agresser Ilya Dragunov en disant que non, le plus intense, le plus fort, le plus voilà, le moins soft ici, c'est lui, c'est Braun Breaker. Et du coup, voilà, il défonce Dragunov backstage, ce qui fait que bah, du coup, le match entre Baron Corbin est modifié pour être Trick Williams Baron Corbin grâce à l'agression qu'il y a eu avant. Et du coup, j'ai pas vu le spot de fin, donc j'en parle tout de suite, mais apparemment, Braun Breaker aurait challengé, enfin pas challengé, plus ou moins, mais en gros, il aurait fait comprendre à Seth Rollins qu'il a envie de l'affronter pour son titre. Et là, tu dis ok, et là, ça y est, Braun Breaker, il a tellement pété un câble qu'il veut même s'attaquer aux mecs des rosters principaux. C'est plutôt génial. Parce que j'avoue, j'ai pas regardé jusqu'à la fin parce que j'ai été un peu saoulé de la victoire de la Battle Royale. Je vous expliquerai pourquoi quand on en viendra. Mais j'étais tellement saoulé qu'au bout d'un moment, bah voilà, j'ai éteint ma télé et puis je suis parti faire autre chose. Mais vous comprendrez mieux, hein, j'ai absolument rien contre Thea Hale, mais vous comprendrez mieux pourquoi cette victoire m'a saoulé. Ensuite, on est passé à l'affrontement entre The Dyad, Reed et Fowler avec Avarain contre Diamond Mine, donc Brutus et c'est comment? J'oublie toujours le nom, je sais pas, Lucius? Non, ça doit pas être Lucius. Ah, il y a Brutus et j'oublie toujours le nom de son frère. Du coup, et Avi Nile, hein, parce que Diamond Man, c'est cette association entre les Creed Brothers et Avi. Du coup, qui est un match plutôt sympa. C'est surtout les hommes qui se sont affrontés. Hein. Avarain, voilà, voilà, encore assez peu d'expérience, donc c'est normal qu'elle soit pas trop dans le ring, surtout qu'étant la fille de The Rock. Je suis d'accord avec Total Catch que du coup, bah, elle a énormément de poids sur les épaules. Les gens, ils s'attendent trop à ce qu'elle fasse ce que son père faisait, mais au bout d'un moment, Avarain, ce n'est pas The Rock. En plus, elle est qu'au début de sa carrière, d'un moment, laissez-lui le temps de prendre du galon, de l'expérience et tout, de juger pas maintenant ce qu'elle est en train de faire, alors que ça fait que quelques mois qu'elle a commencé. Enfin, je veux dire, quand on parle de The Rock, on parle pas de ce qu'il a fait les premiers mois de sa carrière, on parle surtout de ce qu'il a fait plus tard, quand il est devenu mythique avec ses rivalités contre Stone Cold notamment.
Mais voilà, faut attendre pour pouvoir juger vraiment à Varane. Là, ça sert à rien. Les gens, ils la jugent juste parce que c'est la fille d'un catcheur hyper connu. Et du coup, enfin, plus même superstar international hyper connu. Mais voilà, ne faites pas ça. Moi, j'étais content qu'elle soit là dans un match où je dis, ça y est, elle va au moins avancer un petit peu de ce côté-là. Bon, il y a eu très peu de face-à-face avec Avinile. Parce qu'il y a un moment, elle est montée dans le ring, elle a foutu une baffe à un des Creed Brothers. Et quand Ivy Nile s'est foutu face à elle, du coup, elle est retournée en arrière, elle a fait rentrer un dégât, et puis du coup, bah, le match est reparti entre les mecs. Du coup, c'est surtout les mecs qui se sont battus. Mais voilà, on n'a pas mis Ava Raine sur le ring parce que, bah voilà, si elle n'a pas encore suffisamment d'expérience pour faire un long match, ou du moins participer à un long match, en étant dans le ring, bah ça sert à rien de l'humilier, quoi. C'est pas du tout l'objectif. Voilà, et puis en attendant, dans son personnage, ça fonctionne très bien. Donc autant pour l'instant travailler le personnage, qu'en dehors elle bosse pas mal, j'espère, au Performance Center, et puis que voilà, petit à petit elle nous offrira des performances dans le ring qui sera très certainement très cool. Bref. Et du coup, la victoire est pour The Dyad et Avarain, grâce à Avarain notamment, qui va prendre son masque et foutre un coup de boule à Vinal. Donc apparemment les masques ont l'air d'être vachement solides, puisque bah, avec ce coup de boule, ça va mettre KO à Vinal, elle fera le tomber après avoir jeté le masque. Et du coup, bah voilà, Avarain n'a pas voilà, spécialement besoin de beaucoup catcher pour remporter une victoire. Bon, par tricherie, hein, comme d'habitude du côté je vais dire d'Imperium, n'importe quoi, du côté de Schism, mais bon, voilà, c'était sympa, c'était un petit programme comme ça, mais c'était sympa. Ensuite, un match sympa, mais voilà, qui comment dire, était assez court. C'est Danny Palmer contre Blair Davenport. Donc voilà, Blair qui l'avait agressé il y a des mois, enfin peut-être plus des semaines que des mois, qui ensuite l'avait agressé également la semaine dernière quand elle a fait son reveal. Bah, cette fois, les deux femmes s'affrontent. Les deux femmes, alors ça c'était très bizarre. Honnêtement, l'ambiance était très bizarre parce que les deux femmes ont reçu du soutien au début du match. Et même pendant une partie du match. Vraiment, Davenport est censé être la heel, mais pourtant, on sent que les gens étaient contents de la voir dans le ring, c'était bizarre. C'était un peu bizarre, je sais pas si vous aussi vous avez remarqué ça, mais c'était étrange que les gens soutiennent les deux femmes. Parce que des fois ils étaient en mode let's go Danny, après let's go Blair, et tu dis mais elle est censée être heal, vous pouvez pas Enfin bon, on se souvient que des catcheurs comme Rollins ou Carmelo, ils ont plus ou moins eu des turns un peu organiques parce que les publics les kiffent ces mecs-là. Mais c'est vrai que là, Blair Davenport, après peut-être parce qu'elle vient tout juste de faire son retour, que les gens sont contents de la voir et du coup la soutiennent, je sais pas trop, mais c'est bizarre de voir les gens la supporter alors que bah, elle joue le rôle de raclure, quoi. Bref. Et du coup, match très court, match très dominé par Davenport, avec une victoire de cette dernière sur d'abord un bon coup de genou et après une sorte de finisher plutôt sympa. Je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas fait de recherche ou voilà. Mais son finisher est plutôt sympa. Je trouve pas aussi cool que le Pop Rocks ou celui de Zelina Vega qui est clairement la même chose que le Pop Rocks mais qui porte un autre nom. Euh, c'est un des finishers que je trouve les plus impressionnants. Mais celui de Davenport, il est sympa. Après, c'est dommage que. Parce que moi, j'ai envie de découvrir cette Blair Davenport, mais bah, c'est vrai que sur un match qui est quasi un squash, bah, ça permet pas de la découvrir, quoi. Et moi, j'ai envie de la voir contre de la concurrence pour vraiment voir ce qu'elle vaut dans un ring, cette femme-là. Parce que on sait que ça va arriver. Elle a blessé tellement de gens dans les histoires, hein, bien sûr, parce que les gens ont des vraies blessures qui après sont tournées comme si c'est elle qui les avait faites. Mais on a Nikita Alliance, du coup, qui devrait revenir, alors peut-être pas tout de suite, mais qui quand reviendra attaquera sûrement Davenport. On a Wendy Chou de mémoire. Euh, il y a Total Catch qui a mentionné Sol Ruka. Bah, Sol Ruka, je sais qu'il a été blessé, mais je sais pas s'ils avaient fait un truc autour de Davenport pour ça. Je m'en souviens pas du tout. Bon, il y a Roxane Perez qui s'est fait agresser, et on va en reparler un peu plus tard. Donc Davenport va avoir quand même de la grosse concurrence à des moments donnés. Donc j'aurai plus de chances de la découvrir parce que là, bah, malheureusement,
bah, c'est pas trop simple. Dani Palmer, ça fait pas longtemps qu'elle est vraiment dans le roster de NXT. Avant, elle était plus côté de Level Up, donc là, elle arrive. Elle se fait agresser, ensuite elle enchaîne une défaite contre Davenport. Enfin, c'est assez compliqué pour les deux femmes là de bien les découvrir, c'est un peu dommage. Ensuite, on a eu plutôt un bon match entre Baron Corbin et Trick Williams. Voilà, un match vraiment sympa. Voilà, moi qui suis pas fan du tout de Baron Corbin, et ben là j'ai bien aimé. Je trouvais que les deux fonctionnaient très bien. Et surtout, Baron Corbin a été hyper intelligent parce que à un moment donné, ils sont à l'extérieur du ring. Pardon. Et Trick Williams veut lui mettre un coup de genou, sauf que Corbin il l'esquive. Et Trick Williams, du coup, il frappe la table des commentateurs, sauf que du coup, il se fait super mal au genou. Et du coup, on a, comment il s'appelle, Baron Corbin, du coup, qui va en profiter direct. Il va choper la jambe, faire une sorte de soumission sur la jambe. Ils vont rentrer dans le ring, il va travailler la jambe et tout. C'était absolument génial. Contrairement à ce qu'on voit de Baron Corbin dans le roster principal, bah là on a eu un truc vraiment génial. Un vrai travail, même si Trick Williams a quand même bien résisté, et notamment Baron Corbin va remporter son match, un premier match remporté sur un show télévisé depuis pas mal de temps, parce qu'il a gagné à Paris, de mémoire, il a gagné quand il était à Paris, mais c'était pas un show télévisé. Alors que là, en show télévisé, ça faisait très très longtemps qu'il avait pas gagné. C'est con de lui faire ça à NXT. Je trouve ça complètement con. Au lieu de le repackager correctement dans le roster principal, non, il préfère faire de la merde avec lui. Bref. Et du coup, il va l'emporter parce que Trick Williams veut faire son sorte de coup de pied retourné, là où je sais plus quoi. Enfin, il a un finisher lié à un kick. Sauf que bah, avec son genou, il a trop mal, donc il n'arrive pas à faire son kick. Et du coup, Baron Corbin, il en profite, il envoie le End of Days. Et du coup, victoire de Corbin, qui du coup ira affronter un des plus gros monstres de NXT la semaine prochaine. Ensuite, autre match entre un membre du roster principal et un gars de NXT, c'est Mustafa Ali contre Joe Gacy. Et on a eu un match qui était vraiment très bon aussi. Parce que bon, en même temps, tu mets Mustafa Ali dans un match, le match il est forcément bon. Parce que Ali, en termes de performance, c'est juste incroyable. Et Joe Gacy, il est vraiment intéressant dans le ring. C'est pas mon style de catch préféré, mais Joe Gacy, je trouve qu'il fonctionne bien en heel. Il a un très bon. Enfin, son style colle bien à son personnage en termes de catch. Et du coup, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre que The Dyad et Avarine ne sont pas intervenus dans le match. Certes, ils sont venus après, mais ils n'ont pas intervenu dans le match. Donc ça, c'était vraiment très cool. Parce qu'on a vraiment laissé un match clean entre Gacy et Mustafa Ali, ce qui était vraiment génial. Et au final, on a Mustafa Ali qui va tout de même l'emporter avec une powerbomb dans le coin. Alors dans le coin, c'est pas la façon de Seth Rollins qui balance quelqu'un dans le coin, c'est plus parce que Ali était sur la troisième corde, Gacy était sur la deuxième, je pense, sûrement un peu comme s'il voulait faire une souplex. Sauf que bah, Ali est passé au-dessus et en retombant, en le chopant pour faire une powerbomb. Et du coup, bah, ensuite il a fait son 450 splash et victoire de Mustafa Ali, qui au moment où il était en train de, de fêter sa victoire, bah, il se fait agresser par The Dyad, par Joe Gacy, mais Taylor Bate et Wesley vont venir faire le save et casser la gueule à Gacy qui était le seul resté dans le ring. Et du coup, on a Joe Gacy qui va péter un câble backstage et on aura la suite de l'histoire la semaine prochaine dans un match. Ensuite, on a eu un petit match, alors plutôt sympa, mais effectivement, comme dit Total Catch, je commence un peu à tourner en rond. Eddie Thorpe contre Damon Kemp. Match vraiment très cool, hein. Franchement, les deux hommes, on sent que bah, là, ils commencent à s'habituer à s'affronter. C'est vraiment très fluide, c'est très bon. Franchement, j'aime beaucoup les deux quand ils s'affrontent, parce que les matchs sont bons. Voilà, rien à dire, les matchs sont bons. Mais cette histoire là de trucs dans les cordes, c'est un peu galère. Parce qu'en gros, pendant le match, Eddie Thorpe il va faire un tombé sur Damon Kemp. Ce dernier, du coup, il met le pied sur la corde, l'arbitre il le voit, il est en mode tuck, ça compte pas, machin, hop. Et ensuite, ils continuent à faire leur match, ce qui est plutôt bon. Et t'as Eddie Thorpe qui va faire une sorte de souplex tombé. Alors j'appelle ça les souplex tombés, c'est quand ils partent en souplex, mais qu'en gros, au lieu de lâcher, ils s'arrêtent sur une position de tomber. Et en fait, l'arbitre il va compter, mais Damon Cape a le pied sur la deuxième corde. Ce que le problème, c'est que là où est placé l'arbitre, en fait, il voit pas les jambes en l'air
de Damon Kemp, et du coup il compte jusqu'à 3, il donne la victoire, et du coup Eddie Thorpe il gagne, Damon Kemp il pète un câble à l'extérieur, il gueule sur l'arbitre en mode non mais j'avais le pied sur la corde et tout. Bref, c'est sympa, mais en vrai ce genre de finish, je les trouve complètement débile, dans le sens où bah il y a des caméras, il y a des gens qui filment. En vrai, Damon Kemp, il a juste à dire aux caméras, enfin à l'arbitre, au bout d'un moment, va checker les caméras. Mon pied était sur la corde, tu peux le voir. Enfin, tout le monde l'a vu. Et au bout d'un moment, voilà, il y a quand même un mec qui a fait un gros plan sur mon pied, va regarder, quand même. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé un peu ridicule. Alors oui, bon, les petites victoires sur des grugeries comme ça, c'est sympa. Ça permet de garder des gens assez forts parce que bah, du coup, ils n'ont pas perdu clean. Mais en même temps, bah, il y a ce côté un peu ridicule de, bah, tu peux aller vérifier en fait les matchs qui sont filmés. L'arbitre peut très bien les vérifier. Alors, je sais très bien que ce sont des histoires, hein, mais moi, ça me sort de l'histoire. Parce que bah, l'autre, en fait, il est en train de dire oui, mais moi, mon pied était sur la corde et tout. Bah, l'arbitre, lui, il est en mode bah non, moi j'ai pas vu et tout. Mais moi, je serais de bonne foi, je dirais bah va voir les images. Va voir les images et tu verras que mon pied est sur la corde. Enfin bref, je chipote là-dessus, mais moi, ça me sort un peu. Ça me sort un peu du truc, quoi. Même si je sais que tout est forcément un peu scénarisé et tout, je le sais très bien. Mais ce genre de petits détails, bah, en fait, ça me sort parce que les gens ils se plaignent, mais ils ont pas l'idée dans le scénario de se dire va voir les caméras, va voir les images et tu verras que j'ai raison. Alors que on a vu plein de fois des catcheurs le faire, de montrer des images de match pour mettre en avant des arguments que eux ils avaient. Donc pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas. Enfin bref. Bon, bien sûr on se doute bien que là ils le font pas pour faire durer la rivalité, mais bref c'est un peu moyen je trouve comme idée. Ensuite, suite au save de script il y a 1 ou 2 semaines, on le retrouve à affronter Daba Keito. Voilà, donc petit match plutôt sympa. Donc voilà, géant contre nain. Alors c'est pas mes matchs préférés, mais bon, j'aime bien cette idée de voir comment est-ce qu'on peut mettre un géant au sol et tout. Je trouve ça sympa, mais après j'avoue que c'est pas non plus les matchs où je m'éclate le plus. En tout cas, dans le match, on a Axiom finalement qui va venir faire quelques apparitions, alors sans agresser Daba Keito, mais il va apparaître comme ça pour le distraire. Chose dont l'arbitre en plus ne dira absolument rien à Axiom, hein. Le mec il vient carrément des fois sur la troisième corde, un truc comme ça, qui distrait totalement Daba Keito. L'arbitre il dit absolument rien. Tu dis ok, pourquoi tu dis rien? Ce serait un heal qui viendrait, tu serais en train de l'engueuler et de le balancer backstage, et là, parce que je sais pas, c'est Axiom, tu dis rien. C'est bizarre. Bref, parce que c'est quand même une intervention, même s'il ne touche pas à Daba Keito, ce serait une intervention. Bref. Et au final, Script va remporter le match sur un petit paquet. Et du coup, après match, Daba Keito va quand même exploser les deux nains. Enfin, les deux nains. Je pense qu'ils font des tailles normales, hein, mais je veux dire, par rapport à Daba Keito, on dirait des nains. Et du coup, il va totalement les exploser. Et voilà, on sait pas trop effectivement où ils veulent aller avec ça. Il y a Total Cage qui mentionne une équipe entre les deux Voltigeurs, ce qui en vrai pourrait donner une bonne équipe. Mais après, est-ce qu'ils font vraiment ça? Je sais pas. Déjà, on peut noter que bah déjà, Script, du coup, Reggie a pas mal changé. Sa tenue a changé de couleur depuis qu'il a un peu tourné face. Donc après, une équipe de voltigeurs, ça peut être sympa. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire? Je sais pas. Mais j'avoue que je trouverais ça sympa. Mais c'est tout. Ensuite, on a la Battle Royale pour déterminer la challengeuse au titre de NXT. Alors, Battle Royale qui a fait un petit peu de mal. Alors, il y a eu des choses intéressantes, des choses un peu décevantes. Déjà, j'ai remarqué qu'il y avait des gens que je connaissais pas dans cette Battle Royale. Il y a cette catcheuse métisse là qui est habillée tout en bleu, qui fait une petite esquive là au niveau du poteau à l'extérieur là, qui va un peu tourner autour et tout, un peu en mode voltige, bon, qui va se faire exploser juste après. J'avais trouvé le petit move sympa, je sais pas qui c'est, mais j'avais trouvé le petit truc sympa, mais bon, elle n'est pas restée longtemps. Et pareil, il y a une fille à un moment qui fait équipe avec Valentina Feroz, pareil, je sais pas c'est qui.
Elle fait équipe avec Valentina, mais je sais pas c'est qui, bref. Du coup, il y a quelques personnes que je connaisse pas, qui sont sûrement des gens de Level Up, hein, mais voilà, je savais pas qui c'était. Bref, j'ai noté des petits trucs, notamment que Gigi Dolin va se faire éliminer très tôt dans le match par Kiana James. Notamment, alors c'est intéressant que ce soit Kiana James parce que les deux s'étaient un petit peu embrouillés backstage dans la journée, donc on a un peu la suite dans le match et avec Kiana James qui élimine Gigi Dolin. Donc l'idée, je la trouve bonne, mais voir Gigi Dolin être éliminé quasiment dès le début du match, bah, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre, bref. J'ai noté notamment que Jackson et Legend, enfin Legend, Lash Legend, vont s'entraider pendant le match avec notamment Oro Mensah à l'extérieur qui rattrapait, une ou deux fois il a rattrapé Jackson quand elle est tombée à l'extérieur du ring. Donc voilà, on sent que ce clan de Noam Dar a l'air de bien tenir. Et en plus, il y a eu une petite vignette avec Nathan Fraser et Dragon Lee qui inventaient des noms complètement what the fuck pour ce clan, c'était vraiment trop drôle, surtout que aucun des clans ne met en avant le fait que Noam Dar était le leader, soit c'était oui la team machin de Mensa, oui la team machin de Jackson, oui machin de Legend, et à chaque fois ça tournait en ridicule Noam Dar, c'était vraiment très drôle, j'ai beaucoup aimé ce petit segment. Bref, si on revient au match, du coup on a Valentina Feroz et bah du coup cette fille que je ne connais pas ou du moins que je n'ai pas reconnue, qui vont faire équipe pour éliminer du coup Lash Legend, et je crois que Jackson avait déjà été éliminé un petit peu avant. Et du coup ça finit en baston entre les deux teams à l'extérieur du ring, donc je crois que les deux ont dû être éliminés entre deux, enfin voilà. On a Blair Davenport qui va intervenir également aux abords du ring pour distraire Roxanne Perez. Donc ça sent bon. Roxanne Perez contre Davenport, c'est vraiment le type de match que je veux voir pour vraiment voir ce que vaut Davenport en termes de performance. Parce qu'avec Roxanne Perez, ce sera forcément excellent. Et on a notamment Tatum Paxley qui va intervenir pour aider Davenport. Donc voilà, on se rend compte que voilà, le heel turn de Paxley sur Avina, il n'aura pas servi totalement à rien. Là, va servir un peu de bras droit de Davenport. Donc c'est plutôt sympa parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Paxley à NXT. Donc là, elle est repackagée plus ou moins sous son nouveau personnage heal avec Davenport, qu'en plus Davenport je trouve qu'elle a vraiment du charisme, elle a vraiment un truc, et c'est pour ça que j'ai envie de vraiment de l'avoir bien catchée, parce que je trouve qu'en termes de prestance elle a vraiment quelque chose cette femme, mais je veux aussi la voir catchée pour vraiment me faire un avis si elle est vraiment juste si elle a vraiment juste une bonne aura, ou si dans le ring c'est vraiment excellent, même si du peu qu'on a vu c'était déjà bien, mais je veux voir ce que ça donne dans un match contre quelqu'un de plus expérimenté, par exemple, que Danny Palmer. Bref. En tout cas, l'intervention de Blair et Tatum va servir à ce que Jessie Jane élimine Roxanne Perez. Ensuite, on a Lyra Valkyria qui va éliminer Jessie Jane alors qu'elle était coincée dans les cordes. Ou que. Non, c'est Lyra Valkyria qui était coincée dans les cordes et va s'en servir pour éliminer Jessie Jane. Et du coup, on a Cora Jade qui va également en profiter pour éliminer Lyra Valkyria, à croire que cette dernière lui en veut toujours. Voilà, et qu'il y aura peut-être d'autres matchs entre les deux, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de se terminer. On a Fallon Henley qui va éliminer Kala James dans le coin. À noter que Fallon Henley est la seule qui va un petit peu botcher pendant le match. Bon, c'était pas non plus hyper grave, mais voilà, faire un petit botch en sautant dans les cordes et tout. On a Cora Jade qui, notamment en attaquant Dana Brooke, qui va faire tomber Fallon Henley à l'extérieur du ring. Et à la fin, on a Thea Hale qui revient dans le match. Et du coup, on a Cora Jade qui veut faire équipe avec Dana Brooke pour affronter Thea Hale. Et du coup, finalement, c'est Thea et Dana Brooke qui vont faire équipe contre Cora Jade. Bien que ça ne servira pas à grand chose, hein, c'est quand même Cora Jade. Hein, voilà. Mais du coup, Thea Hale va remporter finalement la victoire de manière opportuniste, puisque en fait elle va être mise un peu KO ou un truc comme ça. Euh, et en fait, Cora Jade va enchaîner les coups de genoux qu'elle fait dans le coin, enfin pas dans le coin, dans les cordes à Dana Brooke. Et en fait, il y a un moment, elle va vouloir en faire un de trop, un peu trop gourmand de Cora Jade.
Et en fait, Dana Brooke va l'attraper et elle va vouloir lui faire un surpassement, la faire passer par-dessus elle. Et du coup, Thea Hale elle va arriver, elle va choper Dana Brooke et du coup, elle va faire basculer les deux femmes par-dessus la troisième corde. Et du coup, Thea Hale l'emporte comme ça. On a toute la State University qui vient dans le ring, qui vient la féliciter. On a notamment Duke Hudson, on a Dempsey et Gulak qui eux restent au niveau de la rampe de mémoire. Parce qu'après, de toute façon, je vais couper à un moment donné, donc ils sont venus au ring, mais en tout cas, qui étaient présents également. Bref, tout le monde est là pour Thea Hale. Et dans ce match, du coup, comme je disais, il y a deux choses qui m'ont un peu déçu. C'est le traitement de Dana Brooke, parce que le public a hué Dana Brooke, alors que quand tu regardes Baron Corbin, il a été acclamé. Il a été acclamé. À chaque fois qu'un mec du roster principal ou une fille vient du roster principal, ils sont toujours acclamés. Et là, Dana Brooke, elle s'est pris une huée de malade alors que elle avait encore rien fait quoi. Elle vient juste voir les gens et puis hop là, elle se prend une huée dans la tronche. Ce qui est assez dommage parce qu'en plus dans le match, faut quand même l'avouer, Dana Brooke c'était pas mauvais ce qu'elle a fait dans le match. Comme je disais, la seule personne qui a botché, c'est Fallon Henley, c'est même pas Dana Brooke, elle a plutôt bien géré. Alors certes, la voir jusqu'en finale du match, alors qu'elle est pas techniquement de NXT, c'est un peu dommage, mais moi j'ai trouvé qu'elle était pas mauvaise dans le match et que j'ai pas compris pourquoi il s'est fait huer alors que les autres, qu'ils soient face ou heel, NXT en général sont contents de les voir, donc Dana Brooke, je sais pas pourquoi ils étaient pas contents. Bref. Et il y a cette victoire de Thea Hale. Alors d'un côté, j'ai trouvé ça bien parce que déjà ça évite d'avoir cette affiche Cora Jade Tiffany Stratton beaucoup trop tôt. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que même si Cora Jade c'est mon coup de cœur de NXT, j'ai pas envie de la voir tout de suite sur la course au titre parce que forcément Tiffany elle vient d'avoir le titre. On sait qu'elle perdra pas le titre tout de suite, donc faire l'affiche Cora contre Tiffany maintenant, pour moi ça ne sert à rien parce que Cora Jade on sait qu'elle perdrait et puis que du coup faudra attendre longtemps pour qu'elle ait une autre chance. Donc je préfère qu'on protège cette affiche tout de suite. Mais Thea Hale, je suis pas satisfait de cette victoire parce que déjà elle est très très jeune. De ce que je peux comprendre sur la vidéo de Total Catch, elle a que 19 ans. Donc j'ai limite l'impression qu'en fait elle a été choisie plus pour le record. Parce que globalement, même si c'est sûr qu'elle gagnera pas, on va avoir ce petit record de la plus jeune personne à avoir fait un match de championnat. Donc c'est très cool pour Thea Hale. Mais est-ce que il y a vraiment besoin de la voir se faire détruire par Tiffany Stratton juste pour un record de jeunesse, enfin, je sais pas. Euh, donc déjà, il y a un peu ça qui me dérange, c'est qu'elle manque quand même un peu d'expérience. Bon, il y a le personnage qui, moi, me saoule, hein, j'ai rien contre la lutteuse en elle-même, la personne qui incarne le personnage, mais j'avoue que le personnage, il me gonfle. Il y a aussi le fait qu'en fait, on sait qu'elle n'a aucune chance contre Tiffany Stratton. Et je me dis, mais pourquoi vous mettez quelqu'un où on sait à l'avance qu'elle n'a aucune chance? Et c'est hyper triste. Parce que d'un côté, oui, on est content pour Thea Hale parce qu'elle est jeune, elle est talentueuse. Bon, elle a encore besoin, selon moi, de se développer, de faire comme Cora Jade, hein, qui on voit avec les semaines, encore aujourd'hui, développe des nouvelles prises et tout. Pour moi, Tahel, elle a vraiment besoin de ça, qu'on la voit plus souvent dans le ring, qu'on la voit plus souvent gagner des matchs, qu'on la voit acquérir de l'expérience. Et là, on va l'envoyer comme ça, alors qu'il manque un peu d'expérience, direct dans la gueule du loup. Elle va quasiment sûr qu'elle va perdre, hein. Il y a peu de chances qu'elle gagne face à Tiffany Stratton qui vient d'avoir le titre. Et en fait, c'est tout ça qui me déçoit. C'est vraiment le choix de la personne. Parce que je me dirais, tu mettrais par exemple une Gigi Dolin ou une Roxanne Perez. Tu te dis, bon, ok, comme Tiffany Stratton a gagné le titre récemment, on se doute bien qu'elle va pas le perdre tout de suite. Mais en termes d'adversité, tu peux déjà un peu plus y croire qu'une Gigi Dolin ou une Roxanne Perez puisse l'emporter parmi les faces. Thea Hale, j'ai j'ai- j'ai du mal avec son personnage, mais c'est quand même une personne que j'aime bien parce qu'elle fait du bon travail quand même. Mais je me dis, elle a pas ce truc encore que Roxanne Perez ou Gigi Dolin a parmi les faces, bien sûr. Je prends pas les heels ou Lyra Valkyria. Lyra Valkyria aurait été, on l'a bien vu lors de leur match à Battleground, hein, qui était excellent. On sent que là peut y avoir de la versité, de l'expérience et tout. Euh,
Et malheureusement, bah, Thea Hale, elle manque de tout ce qu'ont ces filles-là, parce que bah, malheureusement, elle n'a pas encore autant d'expérience que ces femmes-là. Donc je trouve que c'est un peu trop précipité de l'envoyer dans la gueule du loup. Et c'est pour ça que ça m'a un peu déçu, parce que, bon, pas forcément parce que j'aurais aimé voir Cora gagner, mais juste parce que j'aurais aimé que quelqu'un d'autre avec plus d'expérience et qui a une aura qui fait qu'on peut sentir Tiffany Stratton en danger face à elle-même, à Tiffany, quoi. Euh, et malheureusement, moi, c'est quelque chose, personnellement, hein, peut-être que les gros fans de Thea Hale ne ressentent pas ce que moi je ressens, mais moi, quand je vois Thea Hale à côté de Tiffany Stratton, bah, je sens pas une adversaire capable de la vaincre ou avec du charisme ou enfin je la vois pas avec ce qu'il faut pour la gagner. Je suis quand même content pour la personne qui incarne Thea Hale parce que ça doit être un truc de dingue à cet âge-là de se trouver dans un match de championnat. Mais en même temps, je me dis, ben, pour moi, elle a pas encore ce qu'il faut pour affronter une championne. Mais c'est totalement personnel. Voilà. En tout cas, ça finit comme ça. Alors, il y a eu apparemment le segment de Breaker juste après, mais comme j'avais coupé entre deux, ben voilà ce que je me suis dit. La pauvre Thea Hale, ils vont juste en faire de la chair à pâté pour, euh, pour Tiffany Stratton. C'est juste horrible, mais alors que faut juste lui donner de l'expérience au lieu de juste l'envoyer sur une championne directe. Mais bon, c'est comme ça, c'est les choix des bookers. Donc on va conclure. En preview la semaine prochaine, du coup, on aura Baron Corbin contre Ilya Dragunov. Donc j'ai hâte de voir ce match. En plus avec un Dragunov qui techniquement devrait être un peu comment dire, affaibli suite à l'agression de Brand Breaker, qu'en plus il a encore sa blessure au ventre. Donc je ne serais pas étonné que Corbin arrive à gagner et du coup à obtenir son match de championnat contre Carmelo Hayes. On aura également Nathan Fraser contre Noam Dar, lié à un truc de la coupe. Bref, on verra ça aussi. Ça risque d'être un excellent match parce que Nathan Fraser, en termes de in-ring, c'est génial. Noam Dar, son personnage, il est génial. Donc j'ai hâte de voir ça. Et on aura également Wesley avec Mustafa Ali et Tyler Bate contre Schism, donc Joe Gacy, Jaeger Reed et Rip Fowler, donc qui risque d'être un match très sympa également, avant que Mustafa Ali entre dans la course pour le titre face à Wesley. Et ça, mais c'est un des trucs que j'ai le plus envie de voir actuellement, c'est ce match entre Mustafa Ali et Wesley pour le titre de NXT, mais je veux absolument voir ce match. Ça risque d'être un banger, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Euh, je pense que ça en sera un. Franchement, comment est-ce que Mustafa Ali et Wesley, tous les deux dans l'affrontement, pourraient nous faire un mauvais match? Franchement, je vois pas comment. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Bref, on va arrêter là. Et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show en lui-même, si vous avez aimé ou pas aimé, ou au niveau des matchs et tout ça. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez du fait d'envoyer Thea Hale tout de suite face à Tiffany Stratton. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt et que Thea Hale, elle manque beaucoup d'expérience et que je trouve son personnage pas suffisamment intéressant pour être championne. De toute façon, on n'y croit pas qu'elle deviendra championne, mais voilà, moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je préfère encore le préciser, hein, je n'ai rien contre la personne. Je suis content parce que ça va être un truc de fou pour elle de faire ce match-là. Mais voilà, je, je trouve qu'ils auraient dû faire ça un peu plus tard quand même. Bref, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à checker l'onglet côté pour voir les vidéos sorties sur la chaîne et les autres. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao les Anacalypsiens.